Terre à Terre, l'émission qui vous fait voir la vie en vert sur RCM. Une coproduction RCM et etc., l'association des Audaciennes qui sensibilise à l'environnement. Bonjour les Sapiens, Nicolas Richard, toujours pour vous servir sur ce nouveau Terre à Terre. Alors, Terre à Terre, vous le savez, petite émission sans prétention pour vous parler de nature, d'environnement et de transition sur les ondes d'RCM. Toujours votre radio locale de votre quotidien. Vous retrouvez évidemment cette radio sur 97.6 sur les ondes, mais également évidemment maintenant sur le numérique du côté d'Internet et même aussi du côté d'une application. Vous pouvez retrouver RCM Asso sur toutes les bonnes plateformes d'application. Vous pouvez la télécharger et repartir avec votre radio, entre guillemets, dans votre téléphone, dans votre poche et réécouter éventuellement toutes les émissions de la radio, tous les reportages. Donc ravi de vous retrouver les Sapiens. On est sur notre bonne vieille planète et on va commencer cette émission tout simplement avec un invité qui nous rejoint ici à Saint-Dié. C'est Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour. Jérémy Durand, donc qui nous rejoint aujourd'hui, entre autres, pour parler un peu de sa passion de la nature, pour nous parler notamment, je t'ai invité pour parler d'un animal en particulier, dont tu t'es un petit peu pris j'allais pas dire d'amour, mais voilà, de suivi presque, d'en venir quasiment peut-être clairement un spécialiste et un futur grand spécialiste peut-être, entre autres, c'est le castor. Alors cette fameuse bête, peut-être que beaucoup de gens voient ce que c'est globalement, on voit la bête, mais après je pense qu'elle a aussi pas mal de secrets et de ressources. Et on va en parler dans ce terre à terre, et évidemment tout ce qui peut toucher autour, la rivière, le milieu rivière de cette bête, le castor. Avant de rentrer de plonger, on va dire, dans la rivière avec le castor. Alors toi, Jérémy, explique-moi un petit peu, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais et un petit peu ton parcours également. Voilà, ton actualité aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je vais déjà commencer par le parcours scolaire. Oui. Donc, moi, je suis issu d'un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait 2 ans un BTS gestion forestière sur Mirecourt. D'accord, t'es passé par le lycée agricole de Mirecourt. Pour le BTS, ouais, oui, c'est ça que j'ai obtenu. Et du coup, je continue les études avec un deuxième BTS dans la gestion et la protection de la nature. D'accord, allez, un plus un petit deuxième pour la route. D'accord. Alors, brevet de technicien supérieur agricole. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire un deuxième? Le premier, t'as déjà pas mal nourri, mais t'avais envie de plus? Du coup, le premier, c'était surtout basé sur la forêt. D'accord. Donc, tout ce qui tourne autour de la forêt, la production et la commercialisation. Ouais, donc du bois. Donc et c'est ce dernier terme, qui m'a pas vraiment... qui m'a pas déplu, mais... Ouais. Ça t'a pas emballé forcément d'être dans le commerce du bois, dans la filière bois, au sens, j'allais dire, pur du terme, donc d'être dans le commerce, quoi, en fait. C'est ça. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai opté pour un BTS GPN en complément, pour voir aussi d'autres milieux, comme les rivières, les pelouses calcaires. Sortir un peu de la forêt. C'est ça. D'accord. En quelque sorte, et aussi pour découvrir un peu l'animation, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait, donc gestion, protection de la nature, aussi en BTS agricole. Tu le fais toujours à Mirecourt? Non, c'est sur Pixéricourt à Malzéville, près de Nancy. Près de Nancy, donc le fameux lycée de Pixéricourt. C'est ça. Donc c'est des sessions assez classiques là c'est sur 2 ans à chaque fois. Sur 2 ans, oui. D'accord. T'as choisi de rentrer à fond dans ces 2 gros thèmes, la forêt puis après la gestion de la nature au sens. Est-ce que gestion aussi toi ça t'apporte des connaissances sur les milieux, c'est-à-dire vraiment le côté comment ça marche ces fameux milieux naturels, comme tu dis la rivière, la forêt, vous apprenez un peu à comment ça fonctionne ces fameux milieux naturels là? Oui, on apprend comment ça fonctionne et comment les gérer par la suite. Bien sûr, on n'entre pas dans les détails parce que sinon là il faudrait plusieurs années. Et du coup on voit on connaît jamais assez bases, les choses. Voilà, en fait, on voit les bases. Et après, c'est à nous, dans le milieu, dans notre temps libre, de s'améliorer sur un domaine qui nous plaît. Qu'est-ce qui t'interpelle déjà dans ces 2 formations, je veux dire une qui est finie, une qui est en cours? T'as déjà des choses qui t'interpellent, qui
t'intéresse ou à la fois qui te pose peut-être un souci ou qui t'interpelle tout simplement, dire bon, c'est pas simple la gestion de la nature, ou au contraire c'est peut-être pas mal, il y a plein de choses à faire. Est-ce que tu as déjà des choses qui t'ont interpellé dans ces formations-là? Déjà, c'est la découverte de la diversité des paysages, de la nature. Ouais. Parce que c'est vrai que quand on est jeune ou autre, ou même plus ancien, on ne se rend pas compte de la diversité des milieux, et surtout en Lorraine, entre les marais, les pelouses sèches, les Hauts-de-Chaume, on a vraiment de la chance. Ça te fait découvrir ta région, quoi, quelque part, ça, en plus. ça. Alors que t'es du coin. C'est ça. T'es d'où exactement? Corcieux. D'accord, oui, donc t'es vraiment pas loin. Proche de Sarlier. Mais c'est vrai que quand on baigne dans un environnement... moi j'ai toujours passé ma jeunesse sur Corcieux, donc la forêt et puis la rivière, et c'est tout. C'est ce qui t'a mis un peu dedans, très petit, t'allais jouer là-dedans, ou c'est des parents un peu sensibles qui t'ont emmené, ou c'est vraiment par toi-même, étant gamin, qui t'a plongé et amené petit à petit à travailler dans l'environnement, ou est-ce que t'as conscience de ça, ou c'est arrivé comme ça, sans trop je pense pourquoi? Que comme tous les enfants, j'ai été passionné par les animaux. Ouais. Donc ça a aidé. Et puis ensuite, le fait de se promener dehors, de passer son temps dehors à faire des cabanes, c'est ça qui... Des cabanes, des barrages ou autres petites choses comme ça, c'est ça? Moins de barrages, mais plus de cabanes. T'as pas joué au castor, du coup? Non, pas forcément. Non. Mais donc de noyer dedans, jouer dehors, plus... on t'interdisait pas d'aller dehors aussi, alors, du coup? Non, franchement, j'ai été relativement libre. Ouais. Donc, à traîner avec mes amis, à faire des cabanes dès le CM2. Donc, assez tôt, c'était pas un souci pour tes parents? Non. Ça, c'est pas mal. On peut les saluer d'avoir laissé du coup Jérémy traîner. Alors, on comprend un petit peu plus pourquoi les castors, parce que par Corcieux, du côté là, c'est connu un petit peu pour être un peu un beau terrain de jeu pour le castor là-bas. Oui, on a sur le secteur, à mon compte, 3 ou 4 familles de castors. D'accord. Donc, le spot le plus connu, c'est les gravières des Grandes Nolles. Donc, sentier balisé, qui est assez connu dans le secteur. C'est pas un scoop, on va dire, pour ceux qui connaissent un peu l'animal. Évidemment, on va bientôt, on va dire à chaque fois qu'on parle d'animaux que beaucoup d'animaux ont besoin de quiétude et besoin de tranquillité, et quand on arrive un peu avec nos gros sabots, il faut faire un peu gaffe, j'imagine. C'est ça. Ouais. Après, ça dépend des endroits. Les castors sont moins sensibles sur certains endroits, mais il faut quand même les respecter. Ou certaines périodes peut-être qui sont plus sensibles, période de l'année. Comme ils sont nocturnes ou crépusculaires, en général, les gens sortent de jour, donc il n'y a pas trop d'interaction. Est-ce que c'est peut-être pour ça qu'ils sont plutôt nocturnes, ou on ne sait pas trop ça? Non, ça c'est plutôt l'espèce. Contrairement au castor canadien, qui lui est plutôt diurne, le castor d'Europe est plutôt nocturne. D'accord, et savoir s'il est devenu nocturne parce qu'il y a la présence de l'homme, ou c'était déjà un petit peu ses facultés comme ça, difficile à dire. C'est ça. Ouais. Il semblerait que ça soit dans ses gènes, mais après, difficile de le confirmer. À voir. On mêlera ça à l'histoire, et c'est difficile les évolutions, mais c'est vrai que si on se dit que le castor, du coup, il y en a un en Amérique qui est proche, mais pas tout à fait pareil. Lui, la journée, ça ne pose pas de souci, mais peut-être qu'il y a tellement moins de monde, tellement de grands espaces où il va pas croiser grand monde, que lui, la journée, quelque part, il est peut-être tranquille là-bas. Après, on le retrouve en ville en plein jour. Ah ouais, d'accord. Donc, il y a des gens qui les filment. Facilement, comme un canard. Je sais qu'il y a une personne qui tient une page Facebook sur les castors au Canada, il me semble. Ouais. Et du coup, tous les jours, il poste des vidéos en plein jour de ces castors. Donc, on peut dire, il y a une espèce européenne. C'est ça. Et il y a bien une espèce du Grand Nord. Du Grand Nord, on va dire, Canada, de l'Amérique. Ok. Ils sont proches, mais ils sont pas pareils. C'est ça. Toujours un peu compliqué de dire. Est-ce qu'en photo, on peut différencier ou pas? C'est assez compliqué. Ouais, donc c'est vraiment pas facile comme ça. Au niveau taille, tête, couleur, voilà, c'est globalement la même chose. Le castor canadien serait plus foncé, mais après, des fois, c'est des petits détails. D'accord. Donc comme ça, on peut pas juger facilement, mais il y a bien 2 espèces. Donc ça, je pense que c'est bien de le rappeler. Castor d'Europe,
voilà, chez nous depuis un certain temps. On va en reparler. Donc, toi, le fait de traîner à Corcieux, ça t'a... Comment t'es arrivé à être attiré par cette bête-là, juste parce qu'elle était présente par chez toi? J'ai appris sa présence, vers le CM2. D'accord. En me promenant aux Gravières et en voyant justement les panneaux pédagogiques et la hutte, enfin le terrier hutte. Ouais. Et je n'ai pas prêté plus attention. On y allait des fois les soirs avec mes parents, mais sans plus, c'était la promenade du soir. D'accord. Et j'avais découvert l'existence d'une association qui est le groupe d'études des mammifères de Lorraine, qui est basé à Neuve-Maisons, près de Nancy. Ok. Et il s'avère qu'il s'intéresse au castor. Donc c'est la fameuse association GEML. Vous pouvez la retrouver sur Internet, j'imagine. C'est ça, sur voilà, Facebook, groupe d'études spécifiques des mammifères en Lorraine. C'est ça. Il y a l'équivalent national? Non, je ne pense pas. C'est spécifique Lorraine. Il y a en Alsace le groupe d'études et de protection des mammifères d'Alsace. Ok. Même mission, mais dans l'ancienne région pour l'Alsace. Et GEML, donc groupe d'études pour la protection de mammifères. C'est ça. Il n'y a pas le P, mais on va y aller. C'est des structures peut-être pas très connues du grand public, donc c'est bien qu'on en parle. Et leur boulot à eux, c'est de compter, protéger. Enfin, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il y a des salariés, des permanents dans ces. Alors il y a 2 salariés. D'accord. Et du coup, ils ont une double mission. Une mission scientifique, donc de protection, enfin de prospection, d'inventaire. Donc là, ils essayent de comptabiliser le nombre, des choses comme ça. Via des prospections de bénévoles. Ouais. Et la deuxième mission, c'est la médiation. Donc c'est quand il y a des problèmes avec les barrages de castors ou les arbres coupés. C'est là qu'ils interviennent pour aider les gens. Donc là, c'est d'interagir avec l'habitant, le citoyen qui va pas être content. Et ils sont, du coup, c'est mammifères, donc c'est pas que castor, ils s'occupent de plusieurs choses. Oui, le blaireau aussi. D'accord. Le muscardin. D'accord. Ah oui, aussi. Pas très connu, c'est un petit rongeur. Justement, ils vont le chercher, voir s'il y en a beaucoup, pas beaucoup. C'est ça. Ouais. Et un peu le loup et le lynx aussi. D'accord. Et sinon... c'est ça, quoi. Ouais, après, c'est vrai que tout ce qui est chauve-souris, ça reste des mammifères, mais c'est d'autres structures qui vont être un peu plus spécialisées. Donc, enfin, ils se côtoient, j'imagine, toutes ces structures-là. C'est pas toujours facile de s'y retrouver, je pense, pour vous qui nous écoutez. Il y a beaucoup de structures plus ou moins spécialisées. Là, c'est vrai que sur le castor, on va aller se tourner vers cette structure-là pour avoir des données, des infos, des spécialistes, à la fois scientifiques, mais aussi pour trouver des solutions quand il y a des soucis, c'est ça? C'est ça. D'accord. Alors toi, t'aimerais y travailler, j'imagine, ou pas spécialement? Tu es bénévole du coup dans cette structure? D'accord. Je suis bénévole depuis, ça fait 2 ans, il me semble. Alors quand tu fais du comptage, comment ça se passe pour le castor? Vous devez y aller la nuit, j'imagine, du coup? Non. Du coup, c'est des prospections qui se passent en hiver. Ok. 2 jours. Ouais. En hiver, parce que c'est plus simple de voir les indices de présence du fait qu'il n'y ait pas les feuilles sous les arbres. La vue est plus simple. Et du coup, le principe, c'est de longer un cours d'eau ou une étendue d'eau à un étang. Ouais. Et de noter sur GPS ce qu'on voit, des coupes, des réfectoires, avec des codes bien spécifiques. D'accord, un petit protocole à suivre. C'est ça. Pour faire ça. Et ensuite, tout est traité par les salariés pour faire des cartes de présence. Donc ça, beaucoup de terrain en hiver pour avoir un maximum d'infos. C'est ça. Donc ils sont actifs l'hiver. C'est ça. C'est là qu'ils font plus de coupes. Ah ouais. Parce que on verra plus tard qu'ils mangent des végétaux, donc les écorces. Ouais. Parce qu'en hiver, il n'y a pas de feuilles. Les fruits, voilà. c'est pas trop le moment. Et l'herbe, c'est pas là qu'elle est la plus belle. D'accord. Alors c'est vrai que on va détailler un peu la vie et l'œuvre du castor, de mieux le comprendre. Parce qu'il a quand même des sacrées facultés. Hein. C'est une grosse bête, mais il y a plein de choses sympas à connaître. Un peu comme d'ailleurs le blaireau, c'est peut-être des bêtes qui n'ont pas trop bonne presse, qui sont peut-être pas bien vues. Ou qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Il y a quand même souvent des soucis, on va dire, par rapport à ça. Il y a sûrement 2 camps. Le camp des gens qui trouvent ça mignon, attachant, et l'autre camp qui disent ils nous emmerdent. D'accord. Et en plus, c'est pas terrible. Une bête à poil comme ça dans l'eau, c'est peut-être pas génial. Et à l'inverse, c'est mignon, c'est
c'est sympa. Et c'est vrai que c'est pas une bête méconnue, mais en même temps, on sait peut-être pas tout d'elle et parfois on peut peut-être avoir des confusions. Donc suivez-nous et on va rétablir un peu certaines vérités avec Jérémy Durand qui nous accompagne. Alors j'aime bien faire choisir des musiques aux invités. Vous le savez peut-être pour cette première pause et fin de cette première partie de Terre à Terre. Alors dis-moi ton premier choix, tu vas nous le dire. Juliette Armanet, tu me plais. Eh ben, tu me plais de Juliette Armanet. On y va. On vous laisse découvrir ou redécouvrir ce titre-là de Juliette Armanet. À tout de suite. On reprend cette deuxième partie de Terre à Terre. Ravi de vous retrouver ou si vous étiez avec nous, vous savez que voilà, on parle un petit peu d'une bête de chez nous. Sur Terre à Terre, on aime bien parler de nature, vous le savez, sur RCM. Et je suis avec Jérémy Durand qui s'est passionné du castor depuis sa tendre jeunesse autour de Corcieux, notamment. Et ça t'a emmené loin au passage j'allais dire cette passion autour du castor. T'as dû aller ailleurs ou t'es resté bien dans le secteur pour déjà bien découvrir cette espèce-là? Bah, le plus loin où je suis allé, ça doit être Charmes. D'accord. Donc, ça restait t'es remonté dans le secteur, quoi. D'accord. Alors, justement, le castor, là, depuis longtemps, il a disparu, il est revenu. Un peu son histoire ici, dans les Vosges, voire même en Lorraine, on va dire. Est-ce que tu peux nous refaire un petit point historique sur sa revenue, là? Alors, du coup, le castor a disparu au XVIIIe siècle, en Lorraine. Et il a réapparu, il a été réintroduit en 1983 dans la commune de Thonois, où 4 individus ont été lâchés. Donc là, on est en Meurthe-et-Moselle. C'est ça, ouais. En janvier 83. Et on suivit 11 autres castors réintroduits dans l'année. Parce qu'il faut savoir qu'en France, dans les années 80, il restait qu'une petite population en vallée du Rhône. Ah oui. Et du coup, c'est de cette population... donc on était à 2 doigts d'une extinction française? C'est ça. Ah oui, effectivement. Donc il fallait réagir là. Sinon, ça pouvait être trop tard. C'est ça. Alors la cause, pareil, une chasse, on n'en voulait pas, on l'a capturé, piégé. On sait ça, pourquoi il a disparu petit à petit? Essentiellement pour sa fourrure. Ah oui. Aussi pour le castorium. Il faut peut-être expliquer ce que c'est. Pour expliquer, c'est une substance qui est émise par le castor pour marquer son territoire et qui était utilisée en médecine, en parfumerie aussi. Et du coup, c'est très odorant. Oui, lui, ça lui permet de dire c'est chez moi. C'est ça. D'accord. Et ça, on le récupérait aussi. C'est ça. Bon, on n'avait pas besoin de le tuer pour le récupérer en même temps, mais... C'était plus simple. Ouais. D'accord. Ouais, donc sur lui, récupérer cette matière du castorium, donc carrément sur l'animal. Ah oui, ok. Et c'est un peu scier la branche sur laquelle on est assis, parce que s'il n'y a plus, on peut plus en avoir, mais bon, admettons. Donc ça, la fourrure plus ça a fait porter son déclin jusqu'aux années 80. C'est ça. Mais du coup, 83 réintroduit en Lorraine. Il s'est bien acclimaté, il a bien repris son territoire. Il est présent dans les 4 départements. En Meuse, on a plutôt une population qui vient de Belgique. D'accord. Vosges, Meurthe-et-Moselle, c'est issu de la réintroduction. Ouais. Donc sur la Moselle, puis c'est remonté par les affluents. Et une petite partie de la Moselle, c'est une population allemande. Ok. Qui est revenue. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a une population de castors canadiens qui revient du Luxembourg. Ah bon. Alors donc là, on a la de fameuse deuxième espèce. C'est ça. Qui est là aussi. Qui est pas loin de la frontière, donc qui pourrait bientôt venir en France. Donc c'est à surveiller. D'accord. Parce qu'il pourrait avoir croisement, du coup? Croisement, j'en ai aucune idée. Ouais. Il me semble pas, mais après, il peut y avoir de la concurrence sur les milieux. Ne serait-ce que ça, quoi. Ouais, ou qu'ils prennent plus de place et que l'autre soit mis à mal sur le territoire, sur le même territoire. C'est ça. D'accord. Et au Luxembourg, parce qu'il était... il était introduit aussi exprès ou... Ça doit être issu de fermes de fourrure ou... Là, j'en ai aucune idée. Ouais, ça c'est peut-être encore mystère d'animaux qu'on... Voilà, on peut pas normalement les emmener d'un pays à l'autre, mais ça marche quand même. Par moment, dommage d'avoir ces
ces animaux entre guillemets exotiques qui viennent embêter ceux qui sont de chez nous aussi, mais voilà, ça arrive, ça peut peut-être se gérer, on verra bien. En tout cas, il y a un suivi, pour ça, c'est un peu guetté. Alors, il arrive chez nous, il se plaît bien, et est-ce que tu as une fourchette de nombre? Tu disais 3 familles du côté de Corcieux, mais dans les Vosges, on a une idée de nombre de... Dans les Vosges, je n'ai pas de chiffres. Ouais. En Lorraine, en 2005, je crois, il y avait 650 individus estimés. Ouais. On doit être aux alentours de 900 000 actuellement. Ok, donc 1000 individus grand maximum pour la Lorraine. C'est un chiffre à prendre avec Oui, bien sûr. Ouais. Ça nous donne une idée. Il y en a eu 600, 500. Voilà. Et il s'est bien porté, en tout cas, il a augmenté. Mais en tout cas, il se porte bien. Ok. Alors, pour différentes raisons, il est protégé? Depuis 1909, premier mammifère protégé en France. Ah ouais. Donc, important. Pourtant, on le mange pas, on le mangeait. On le mangeait. Ah ouais. C'est ça. On le prenait pour un poisson, même. C'est ça. Donc, on pouvait le manger pendant le carême. Le carême, parce qu'il était dans l'eau, donc après tout... il a une queue, tiens. Ouais. C'est vrai que comme ça, comme bête, ça a des grandes dents, une queue bizarre, ça nage, ça marche. C'est peut-être intriguant pour pas mal de personnes qui connaissent pas bien ou qui se disent après tout. Mais c'est vrai qu'on l'a mangé. Bon, évidemment, il est protégé. On pensait qu'il mangeait du poisson, donc techniquement, c'était un poisson aussi. Donc. Alors, on va rétablir le castor ne mange pas de poisson. La loutre, oui. Alors, la loutre, elle, c'est plus compliqué. On a du mal d'avoir des loutres chez nous. Elles ont disparu dans les années 70 dans les Vosges. Il y aurait un petit espoir? Alors là, j'ai aucune idée sur la réintroduction de la loutre, mais... En tout cas, que ça revienne tout seul, ça semble compliqué. Tout seul, ouais. C'est compliqué. Alors oui, la loutre, effectivement, est connue pour manger poisson. Ça nage, rigolote et joueuse. Là, on a bien l'idée, mais ça veut dire qu'il faut des rivières poissonneuses, il faut des rivières en bonne santé. Et le castor, est-ce qu'il est aussi symbole d'une rivière en bonne santé? S'il y a du castor, est-ce que nos rivières se portent plus ou moins bien ou c'est pas un indicateur A priori, pas spécialement. Ouais. D'après Pierre Cabard dans son livre, il cite que le castor n'est pas trop sensible. Après, il ne faut pas que la rivière ou l'étang soit vraiment pollué, mais une petite pollution. Bon, évidemment que si c'est tout bétonné et tout plus ou moins inseptisé, ça va pas être trop bien pour lui non plus. C'est sûr. En tout cas, il lui faut des végétaux. Oui. Il lui faut de l'eau, des prairies plus ou moins humides et ça lui va. C'est ça. Effectivement, il peut avoir de l'agriculture intensive, il peut avoir... voilà, c'est pas forcément une marque de dire nos rivières sont de bonne qualité parce qu'il y a du castor. C'est pas forcément un grand indicateur de qualité de l'eau ou de qualité de milieu rivière. Par contre, ça ajoute quand même un attrait à avoir cette bête-là sur nos ruisseaux. C'est quoi les arguments qui sont donnés justement à ceux qui ont l'impression que ça leur casse les pieds, le castor? Parce que, évidemment, ils vont peut-être avoir des arbres qui vont être coupés en quelques nuits. Bon, c'est toujours compliqué de trouver un intérêt, dire l'animal là, il y a un intérêt, donc on va pas le tuer. S'il n'y a pas d'intérêt, c'est peut-être pas une raison non plus pour l'exterminer, mais ça joue quel rôle quand même dans un milieu rivière, les familles de castors? Le castor, il est connu pour construire ses barrages, donc ces très gros édifices. Chez nous, ils sont pas non plus énormes. Ouais. Le plus gros que j'ai vu, du coup, c'est aux alentours de Corcieux, 1m42 de haut et 18 mètres de long. Ah ouais, c'est pas mal. Il est constructeur comme son cousin américain, mais il paraît que c'était un peu moins. C'est moins gros qu'en Amérique. En Amérique, on peut avoir des barrages qui atteignent les centaines de mètres. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc il est un peu moins constructeur. C'est ça. Et pourquoi ils font ça d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une fonction? Ils s'éclatent, ils font des barrages et ça les occupe? Ou il y a une fonction de faire ça quand même? C'est un des rares... constructeur, j'allais dire, le castor, c'est même un des symboles. C'est même le seul qui modifie son territoire. Ouais. Du coup, il construit des barrages pour maintenir l'entrée de son gîte sous l'eau, pour éviter les prédateurs. Ah ouais, c'est une sécurité pour lui, quoi. Pour accéder plus facilement à la nourriture, pour avoir plus de nourriture, et pour se déplacer en tranquillité. Et du coup, tout cet écosystème permet... d'amener des plantes, être bénéfique aux amphibiens, à des oiseaux, tout un cortège floristique et folistique. Donc c'est vrai qu'il va préférer nager que marcher.
C'est ça. Et il peut se déplacer un peu en marchant, mais il va pas être... c'est pas un grand marcheur, quoi. Il peut marcher, mais il va marcher pour aller couper des arbres qui peuvent être un peu plus loin sur la berge, mais il préfère être dans l'eau. S'il y a des arbres à une centaine de mètres d'un ruisseau qui sont coupés, c'est pas forcément le castor, quoi. Ça va être peut-être le voisin qui a mis des Une centaine de mètres, c'est beaucoup, oui. Ouais. En général, le maximum, il me semble que c'est 50 mètres. D'accord, donc déjà, il fait déjà un petit effort, mais s'il peut y aller en nageant, il va préférer. C'est ça. Donc plus le niveau d'eau des prairies, alors on a bien l'image, Corcieux, vers la Moselotte aussi, des choses comme ça, il va réussir autour de Bruyères, il va réagir à monter le niveau et d'accéder dans des morceaux, on va dire, autour de la rivière, à des petits bosquets. Et pour lui... Alors, s'il coupe les arbres, pourquoi il fait ça? Il va récupérer sa nourriture. Alors, comme tu dis, c'est surtout en hiver. Oui. Du coup, en hiver, il coupe des arbres pour grignoter l'écorce. D'accord. Et qui peut servir aussi pour ses constructions. Ouais. Ou même de garde-manger. Il va faire des petits tas dans l'eau proche de sa hutte pour justement se nourrir. Donc ça fait partie des indices de présence, des petits tas de branches un peu complètement écorcées. Voilà, ça c'est typique. Ça. Ouais. Oui. D'accord. Et sinon, du coup, pour l'écorce. Et sinon, pour les feuilles aussi. Mais là, ça sera plutôt des plus petites branches de saule. Et ça, c'est plutôt en été, du coup. Donc il va pas s'embêter à tailler un gros en plein été, il va accéder assez vite aux feuilles. En été, ça sera plutôt des feuilles, des petites branches. Donc strictement herbivore. C'est ça. Et il va donc juste être sur les feuilles, ce qui peut accéder à quelque chose près sur les petites branches. Et en hiver, il va peut-être s'attaquer à plus gros. Un peu plus gros. Donc il arrive à passer l'hiver rien qu'en grignotant de l'écorce. C'est ça. Il fait que ça en hiver. Il grignote que des écorces. D'accord, donc il a de la réserve. Oui. C'est ça. Alors c'est là où on en vient à la queue, parce qu'il paraît que c'est sa fameuse réserve de graisse. Ou ça c'est une idée La graisse, il y en a aussi dans le corps, dans la queue. Donc, d'accord. Ça fonctionne aussi comme réserve de graisse. Et pas comme marteau pour faire les barrages. Paf, paf, paf. Allez, il a mis des poteaux. Le constructeur, le castor avec son petit casque et son marteau, on le voit pas mal. Mais quand même, il a une science quand même assez intéressante d'arriver à mettre un barrage au bon endroit. Ça, c'est quand même un truc assez fantastique, je trouve, de se dire, bon, je vais pas le mettre là, je vais le mettre là, ou s'il fait au hasard, il est pas forcément sûr que ça puisse fonctionner. Et il y a des fois des endroits, tu dis, tiens, c'est pertinent, il l'a mis là, et ça a bien inondé tout un petit bosquet, parfait pour lui, quoi. Donc, il y a peut-être des trucs qu'on n'arrive pas encore à comprendre dans leur fonctionnement. Après, pour la construction de barrages et son installation, il va préférer les eaux plutôt calmes. Ouais. Et ensuite, pour la construction des barrages, il va tâter un peu le sol pour voir s'il n'y a pas déjà des obstacles. D'accord. Pour s'aider justement. S'appuyer dessus. C'est ça, pour mettre des pieux, parce qu'il plante des pieux avec ses petites mains. Ah oui, carrément quand même. Et ensuite, c'est un enchevêtrement de branches, de boues, de pierres. C'est vrai que j'avais une anecdote où on avait vu ça à Champ-le-Duc. Où justement il y avait eu un petit barrage sur un petit cours d'eau. Alors effectivement il était assez calme, il y avait eu beaucoup d'orages, et il y avait un barrage tout frais, on voyait les passages où le bois était à 20 mètres, et donc il avait emmené ça, mais c'était un barrage qui avait été fait peut-être en une nuit, 2 nuits. Pour construire des barrages en une nuit il peut en faire. Après ça dépend de la taille. Bon, c'était 1 mètre sur à peu près 1 mètre de haut, c'était quelque chose qui était pas mal, mais ça avait déjà largement monté. Et il y avait eu tellement d'eau et tellement de pluie que le barrage est parti devant nous, gentiment. Il s'est un petit peu décroché et il est parti. Et du coup, il y a eu une petite vague d'eau qui est partie. C'était assez sympa de voir ça avec un groupe d'élèves en plus, voir ça un peu en direct. C'était tellement frais qu'on voyait le chemin, on voyait, on aurait dit vraiment qu'on passait derrière lui de tout le boulot qu'il avait fait dans la nuit. C'était vraiment assez impressionnant, et il avait construit ça, c'était pas bien gênant en tout cas, mais même les barrages des fois ils peuvent se défaire un peu tout seul. Bon, quand il y a mis du temps, c'est costaud, mais voilà. Même quand il met du temps, des fois une bonne crue, ça part. Chez moi il y a un barrage qui faisait pas loin d'1 mètre de haut, peut-être un peu moins je pense.
il est parti. Alors là, ça a dû faire une vague. Je pense que quelque part, ceux qui se plaignent de ça, ça veut dire que ça reste quand même quelque chose d'éphémère. C'est pas forcément quelque chose qui va déranger longtemps dans le temps. Avec l'hiver, ça va peut-être... Et effectivement, même les crues en été, quand il y a des gros orages, ça peut mettre à mal un peu les barrages. Donc eux, c'est pas grave, ils vont recommencer. Mais quelque part, pour le milieu de rivière, c'est bien ça, d'avoir un peu une montée d'eau, ça redescend, ça vit, quoi. C'est des zones humides de toute façon. Donc celui qui a construit un petit peu trop près, il va peut-être se plaindre, mais peut-être qu'il était trop près de toute façon et qu'il aurait peut-être pas dû construire à cet endroit-là, quoi. C'est à respecter. Après, les barrages, du coup, ils sont très bénéfiques. Notamment, il y a une étude qui est sortie en Amérique. Ouais. J'ai plus le nom de la scientifique qui avait sorti cette étude, mais qui avait montré que les barrages de Castor étaient vraiment bénéfiques contre les incendies dus au réchauffement climatique. Ah oui. Et par exemple, elle avait filmé. Il y avait un incendie près d'un barrage de Castor. La seule zone verte qui restait, c'est l'endroit de la zone du barrage. Ah oui. Et comme quoi... Donc ça avait tellement été humidifié, peut-être que ça avait joué sur le fait que... Et du coup, ça joue pour les temps qui arrivent. Alors, on rappelle qu'il peut attaquer saule, t'as parlé. C'est les arbres classiques de la rivière. Oui, saule, peuplier aussi, qu'il aime bien. Ouais. Après, les aulnes un peu moins, mais il les aime quand même. Par contre, ce qu'il va détester, c'est les résineux. Ouais. Là, il peut en couper, mais c'est pas très agréable pour lui. Avec la résine. C'est pas son régime. Ouais. Alors, j'ai vu, moi, des tuyages et des gens, des choses comme ça, coupées. Après, grignoter, vite fait. Ça arrive, voilà. Ouais, il goûte. Anecdotique, ouais. Et il n'a pas forcément son petit livre pour reconnaître tous les peut-être que dans la nuit... Il les reconnaît avec l'odorat. D'accord. Il a un tellement bon odorat qu'il sait reconnaître un saule, il me semble, à 100 mètres. Hein. Ah ouais, donc impressionnant encore comme faculté qu'ils ont, ces petites bêtes-là. Enfin, petites. On va rappeler un peu les dimensions. Ça peut faire combien, on va dire, au plus en moyenne, entre 80 et 110 cm. D'accord. 20 kilos, une durée de vie de 10 ans. Donc c'est le plus gros rongeur qu'on peut avoir chez nous. En Europe, oui, c'est ça. D'accord, bah, on va continuer de parler de ce gros rongeur, mais qui est pas loin d'être les mêmes mœurs qu'une souris ou d'autres rongeurs qu'on connaît un petit peu. Même s'il doit croiser, on va reparler peut-être d'autres qu'il va croiser dans la rivière, ragondin ou d'autres. Qui sont plus petits que lui, mais tu vas nous en parler un petit peu. Une deuxième pause, ça passe vite. Hein. Ça, et on conclut un petit peu après cette pause musicale. Alors là, un petit Cabrel. Ouais. Ça fait plaisir parce que je rappelle que Jérémy est assez jeune, vous l'avez peut-être pas perçu. Et ben voilà, il nous fait voyager autant avec Juliette Armanet tout à l'heure. Et ben là, Francis Cabrel, et t'as choisi, je te laisse le dire. Petite Marie. Et ben allez, c'est parti pour Petite Marie. On se retrouve juste après. On se retrouve pour cette troisième et effectivement et dernière partie de Terre à Terre, toujours sur RCM. Terre à Terre, émission sur la nature, l'environnement, la transition. Vous pouvez la retrouver sur la page Facebook, il ne faut pas l'oublier. Aussi, la vidéo est arrivée dans la radio depuis pas mal de temps, donc vous pouvez aussi vous rattraper en écoutant, regardant le sujet du jour. Alors on parle effectivement du castor avec Jérémy, qui est présent, alors pas trop loin d'ici, pas trop à Saint-Die encore. Il me semble pas à ma connaissance. Ouais, un petit peu, donc, peut-être un jour vers la Meurthe, mais c'est pas encore son terrain de jeu. Et comme la radio va jusqu'à Lunéville, vers Lunéville, il y en a pas avéré vraiment encore. La Moselle passe là-bas ou pas? Bah, la Meurthe, non, c'est encore la Meurthe, jusque là-bas. Mais il doit sûrement y en avoir. Peut-être quelques-uns plus bas. C'est un animal qui aime bien la montagne ou ça va être plutôt un frileux, lui, ou enfin, il va pas trop aimer monter en altitude? On sait pas. Il est remonté jusqu'à Gérardmer. Ah, quand même. Donc, Martin Pré, il est présent. Ouais, c'est vrai. Et donc. Peut-être c'est 1000 mètres, quoi, ou un peu moins. Après, la rivière diminue et tout. Donc, lui, il va moins avoir
d'espace, quoi, quelque C'est part. ça, ouais. puis c'est Ouais. plutôt des cascades, des chutes, donc Puis il y a du résineux, donc bof. c'est ça. C'est pas terrible, effectivement, pour son milieu de vie, ça va le limiter. Alors, tu nous parlais des barrages. Oui. Il construit, il fait un peu moins, on a dit, que son cousin américain, mais il en fait quand même. Donc, on a parlé un peu de ses fonctions et comment il faisait. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore sur cette faculté-là qu'il a, entre autres? Dire en plus, des choses en plus, pas spécialement. Ouais. Enfin, pour rester simple. Mais après, ce qui est intéressant de savoir, c'est que beaucoup de personnes n'aiment pas ces constructions Ouais, et vont jusqu'à les détruire, d'accord. alors que c'est interdit par la loi, Mhm. car les constructions sont comme le castor, sont protégées. Donc C'est c'est tout le ces milieu barrages. du castor autant que lui. Enfin, ces en tant huttes, que ces tel, quoi. barrages et lui-même sont protégés. Mhm. Donc c'est passible d'amende. Mhm. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il existe des solutions. Ouais. Certaines personnes ne sont pas au courant, mais par exemple, le GEML peut se rendre à la demande d'agriculteurs ou autres Mhm. sur les lieux et faire une étude pour voir qu'est-ce qui est susceptible de faire. D'accord. Ils vont, par exemple, envisager la pose de siphons. Mhm. Donc, c'est des tuyaux qui sont insérés dans le barrage D'accord. et qui régulent le niveau de l'eau, qui permettent de garder la hutte, enfin l'entrée de la hutte sous l'eau, Donc en même temps, ils vont repérer où est la hutte pour C'est voir ça. voilà, quel niveau il faut maximum. mais qui Et pas vont, dépasser, ils ouais. vont réduire un peu le niveau de l'eau Mhm. pour permettre, enfin pour réduire comment dire, l'emprise de l'eau sur les terres. Mhm. Après, il peut être envisagé aussi Chacun va s'y retrouver. Le C'est castor, ça. lui, tant que son trou Oui. il est inondé. Et en même temps, ça va pas trop monter pour que l'agriculteur ait peut-être accès à sa prairie sans que ce soit trop C'est ça. trop humide. Ouais. Après, dans des cas très rares, le barrage peut être détruit. Ouais. Mais là, c'est Bah, après, c'est exceptionnel. comme on a des phases, tout le monde en parle de réduction quantité d'eau, de phase de sécheresse, on a du mal à imaginer que ça va poser problème. Mais bon, peut-être sur ces périodes-là de fin d'hiver où là, ça peut poser problème, mais en même temps, ils travaillent pas trop dans les prairies à ce moment-là, les agriculteurs. Donc, ça va, on a du mal à imaginer en quoi ça leur pose un gros problème. Également, de là jusqu'à aller le détruire, de mettre un coup de... Bah, après, il fourche dedans. faut prendre tous les facteurs, enfin toutes les personnes qui sont concernées. Mhm. Et c'est dommage d'exclure les paysans, alors qu'il faut les comprendre. Bien sûr. C'est leur gagne-pain, c'est voilà, donc perdre, même si des fois c'est pas grand-chose, c'est sûr que ça les embête. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler avec eux. Il y a des solutions qui existent et il suffit juste de les mettre en place et d'interpeller les personnes qui sont compétentes. Donc ces études, notamment du groupe lorrain spécialiste de sujet du castor, donc le GEML, qu'on peut contacter, les études peuvent être financées, et c'est pas forcément Alors le l'agriculteur qui va le payer. financement, je pourrais Ouais. pas le dire, D'accord. à ma connaissance. Mais oui, soit contacter le GEML ou la préfecture, la DREAL, Mhm. ils sont en relation, donc Donc il y a des solutions pour au moins déjà faire un tour sur le terrain, voilà. où est le problème, et de trouver une solution assez Et de simple pour discuter. qu'à la fois les deux peuvent cohabiter. C'est ça. En tout cas, le castor et l'agriculteur. L'agriculteur ou autre, hein, ça peut Oui, être c'est des vrai qu'il peut y avoir des habitants, propriétaires c'est juste ça. pour un terrain et qui en ont marre d'avoir les pieds dans l'eau. C'est ça. Donc, à voir. Et puis, ceux ou tout simplement quand on en marre de voir leur arbre coupé. J'imagine que ça peut aller jusque-là Pour aussi. les arbres, c'est moins compliqué. Ouais. Il suffit en général de mettre un grillage bien fixé Ouais. autour de l'arbre. Et en général, ça va. Ça passe et ils vont avoir un autre un peu plus loin. C'est ça. Bon, après, c'est sûr que c'est leur source de nourriture. Donc oui, il faut savoir sélectionner les arbres qu'on veut pas et les arbres qui peuvent être effectivement laissés à l'accès. En plus, on imagine que notamment le saule, quand il est pris par un castor, le saule, c'est là où c'est bien fait, ça repousse super bien. Ça, un arbre, ça rejette énormément. Ouais. Et du coup, ça fait beaucoup plus de racines, ce qui maintient encore plus les berges. Ouais. Donc, mettre un épicéa, un thuya au bord d'un étang, bah non. Déjà, avec les racines, bon, c'est pas top, quoi. C'est ça tient pas. Le coup d'une petite crue ou voilà, une montée des eaux, ça va pas être terrible. Donc, les saules, oui. Même si on se fait grignoter par un castor, ça le tue pas.
Au contraire, ça, comme tu dis, ça crée encore plus de racines. Donc quelque part, le castor, il est quand même là et il n'a pas un impact négatif forcément sur le milieu. Il peut avoir un impact sur une activité économique. On va dire ça plus exactement. Effectivement, celui qui fait pousser des peupliers et qui se fait un petit peu tout grignoter, bon, il va pas forcément aimer, mais comme tu dis, avec du grillage, on va aller protéger ceux-là et pour lui dire non, pas là, mais un autre. C'est quand même plus facile que dans d'autres domaines et moins compliqué que d'autres problématiques avec d'autres animaux également. Donc ça, c'est important de le signaler, tu as raison. Par rapport à cette association GEML, je vous le redonne, groupe d'études des mammifères lorrains qui peuvent vous accompagner si vous avez un souci sur votre terrain et que vous avez un doute ou en tout cas vous trouvez des traces. Donc les fameux arbres grignotés un peu en crayon, les petits bois grignotés, des petites choses comme ça, c'est des indices de présence. Après, si c'est que des petites branches vraiment toutes petites, ça peut être aussi du ragondin. D'accord. Mais genre, c'est des petits de 1 ou 2 cm. Ok. Donc, ils côtoient le ragondin, ils se font pas concurrence ou ils sont sur des territoires différents? Ça dépend des secteurs. Je sais que moi, sur le Corsieux, les castors n'aiment pas trop les ragondins. Ok. En général, les ragondins laissent la place. Des fois, quand ils laissent pas la place, ça va jusqu'aux dents. Ah ouais. Mais ah oui, quand même. Contrairement avec le rat musqué, où là, il n'y a pas de problème. Ils peuvent même vivre ensemble. Le rat musqué peut même aider sur des barrages. Ah ouais. Bon, il va pas aider avec des choses avec des roseaux, voilà. Mais... Oui, d'accord, ouais. D'accord, donc c'est assez marrant la vie autour de ces mammifères-là. C'est ça. Mais en même temps, le ragondin, il est pareil, il est pas issu de notre région, enfin de notre pays. Non, Amérique du Sud. Ouais. Par contre, le ragondin est souvent confondu avec le castor. Ouais. Beaucoup de personnes pensent voir du castor en fait, alors que c'est du ragondin. Oui. Donc vite fait pour expliquer la différence. Un peu. Le castor quand il nage, il a que la tête en dehors de l'eau. Le ragondin, lui, il a tout qui dépasse de l'eau. Quand on le voit de loin, si on voit un peu le dos, voilà, c'est plutôt ragondin quoi. Ensuite, le ragondin a des moustaches blanches et le début du museau blanc. Le castor a une grosse truffe noire. Et sinon, quand ils sont en dehors de l'eau, la queue. Ouais. Et sinon, le castor est quand même plus imposant que le ragondin. Tu dis, le ragondin, je l'ai déjà vu en journée. C'est un animal qui sort pas mal, comme tu fin d'après-midi dans la journée, alors que le castor va être un peu plus discret la journée et va être vraiment actif la nuit. En général, il sort entre 21h et 6h. Donc, d'accord. Ouais. Et il va avoir une pause vraiment la nuit, il va être quand même, tu dis, crépuscule. Au plein cœur de la nuit, il va être quand même actif. On sait ça. En général, il est actif vers 22h, 23h et après, ça décroît progressivement. Ok, donc là, il va tout donner en début de nuit. Et puis bon, en été, il fait encore à ses jours s'il a plus d'activité l'été que l'hiver quand même. On peut dire qu'il hiverne pas du tout. Non. Il est actif vraiment toute l'année. Il serait peut-être un peu moins actif en hiver. D'accord. Et l'arrivée des petits, on n'en a pas parlé, c'est à quel moment? C'est au printemps? Alors, la reproduction a lieu janvier-février et la naissance au mois de mai en général. Donc, on est entre les deux, là, vraiment. On est début mai, fin avril, on est même plus proche de l'arrivée des plus jeunes, alors du coup... C'est ça, et les petits, en général, la nage est acquise au bout de 2 mois, donc... ça va assez vite. C'est ça. Et ils restent longtemps avec les parents? Il y a une petite famille qui s'installe... En général, en moyenne, il y a 6 membres dans la famille. D'accord. Il y a les adultes, les parents. Ouais. Les 2 jeunes de l'année précédente, qui restent encore pour aider les adultes, pour les petits ou autres, et les petits de l'année. Et après, du coup, au bout de 2 ans, ils sont les plus grands, virés. C'est émancipé. Ouais, d'accord. Ils sont vous allez plus loin dans la rivière. C'est ça. C'est un peu comme ça que ça s'étend aussi, au fur et à mesure. Ils remontent un peu le courant, où ils redescendent, ils essayent de prendre chacun leur place. Alors, ils vont remonter, redescendre, mais en général, quand il n'y a plus de place, ils peuvent carrément traverser les terres jusqu'à trouver un point d'eau. Ok. Et des fois, il y a des collisions qui arrivent sur les routes. Ah oui. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Oui, une grosse bête comme ça, ça marche, comme on a dit, c'est pas trop à l'aise à la marche, donc
il va vite devoir retrouver de l'eau et ça se passe. Et forcément, il va croiser une route avant de recroiser une rivière, peut-être. En tout cas, j'espère que vous avez pris des notes parce que j'ai l'impression qu'on a, et on pourrait, je pense, encore en parler pas mal. On a un peu débroussaillé, j'allais dire, un peu tout sur ce fameux castor qui est, on retient quand même, qui a été réintroduit en Lorraine, qui se porte plutôt pas mal. Mais néanmoins, il est bien protégé et son milieu de vie, autant que l'animal, est bien protégé. Mais en tout cas, vous pouvez vous faire conseiller auprès de la structure qu'on a citée, GEML, qui parfois propose des sorties. Parce que ça aussi, il y a on aime bien proposer, nous, des événements à terre. Alors, les sorties castor, il y en a eu souvent à la période là de avril, pendant le printemps des castors, qui est un événement assez important. Et c'est pour ça que je voulais te faire venir aussi et parler de cette bête-là. On est un tout petit peu passé, mais on arrive au printemps. Où il y a eu reproduction, là il va y avoir les petits bientôt, donc c'est vrai que c'est une période assez importante pour le castor, et donc des sorties peuvent être proposées, des conférences assez régulièrement. C'est ça, et sinon pour ceux qui habitent en Drôme et en Ardèche, c'est pas trop le secteur, il y a l'association Castor et Hommes qui œuvrent là-bas, qui font comme le GEML, mais d'accord, mais sur leur secteur. Ok, c'est vrai que le jeu de mots rappelle un castoreum, c'était tout trouvé par rapport à cette substance qui était prise pour la parfumerie, puis d'autres choses, et la fourrure qui a eu malheureusement sa peau pendant un temps, et voilà, heureusement maintenant c'est plutôt l'inverse, et c'est important pour nos rivières, on le rappelle, et pour le milieu et tous les autres animaux. Et le réchauffement climatique aussi, du coup, maintenant. Et du coup, qui rentre un peu dans tout ça. Donc, essayons de cohabiter, cohabitons avec ces animaux-là, dont le castor, et j'espère vous faire découvrir d'autres animaux avec d'autres spécialistes. Je te remercie beaucoup, Jérémy, énormément. Je vous passe 2-3 petites infos, un peu, au dégoté, j'allais dire. Donc là, on se retrouve tout début mai pour cette émission, mais il y a le ramassage de printemps qui est lancé en grande pompe à Saint-Dié. Donc vous allez peut-être pouvoir vous inscrire dans vos associations. Nous, etc., on propose quelque chose à nos bénévoles pour venir découvrir malheureusement les déchets qui traînent encore trop souvent dans nos bords de route, donc bords de rivière, dans les rivières et autres. Évidemment, donc ça a un grand coup dans la fourmilière au niveau du ramassage, et on n'espère pas à avoir à le refaire. C'est ça qui serait bien. Le 12 mai, une conférence de notre association amie, c'est association Berian. Alors Berian, ils sont déjà venus ici à Saint-Dié, dans le studio d'RCM. Vous pouvez le retrouver encore une fois sur Facebook. Jean-Michel va nous parler au Rougeot du chat forestier et du lynx. Tout un programme. C'est une entrée à 5 €. Et ça, c'est le 12 mai au Rougeot à l'Auberge. Et du coup, le 27 mai, pour un dernier rendez-vous, on a parlé des rivières, là on va parler de la Mare, c'est etc. qui organise les Dents de la Mare dans la vallée de la Plaine. C'est sur inscription et c'est le 27 mai matin. Donc n'hésitez pas à nous contacter par Facebook ou directement par mail à l'association, etc. Donc contact@etc.fr, ou vous nous trouvez aussi sur la page Facebook, mais essayez vraiment de passer par le mail, ce sera encore plus efficace. Très bien, on va se quitter sur ces rendez-vous-là, au bord de l'eau ou ailleurs, et je te remercie encore, Jérémy, pour toutes ces infos. Il n'y a pas de quoi. Un grand merci, bon stage et bonne continuation, on va dire, dans tes formations et dans ton avenir autour de la nature. C'est ça. On te retrouvera au bord d'une rivière, sûrement. Oui. Ça marche. Au revoir les sapiens, et à bientôt pour un nouveau sujet de Terre à Terre sur RCM.